Il est 17h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République a reçu hier la médaille d'or du mérite olympique et sportif africain, une prestigieuse distinction réservée aux chefs d'État qui s'emploient à valoriser le sport en Afrique. Documents, témoignages et archives, les preuves s'accumulent concernant la torture pratiquée durant la guerre de libération nationale par la France coloniale. Et aujourd'hui, des politiques français utilisent l'Algérie comme argument pour séduire leur électorat. Au Maroc, des dizaines de milliers de familles vivent dans l'oubli et la précarité, plus d'une année et demie après le séisme d'El Haouz. Les promesses des autorités sont toujours non tenues et les aides détournées. La population se retrouve livrée à elle-même. Sécurité énergétique et développement durable, l'Algérie renforcera son réseau électrique avec une nouvelle centrale solaire à Béchar, tout en veillant à la fiabilité des équipements de gaz et d'électricité grâce à de stricts contrôles. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'Algérie a une nouvelle fois été mise à l'honneur sur la scène africaine et c'est le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a été distingué hier lors d'une cérémonie officielle. L'Association des comités nationaux olympiques africains lui a décerné la médaille d'or du mérite olympique et sportif africain, une prestigieuse distinction réservée aux chefs d'État qui contribuent activement à la promotion des valeurs sportives et au rayonnement du sport en Afrique. Mariam Damis. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été décoré de la médaille d'or du mérite olympique et sportif africain attribuée aux chefs d'État par l'Association des comités nationaux olympiques africains. Une véritable reconnaissance des efforts déployés par le président de la République pour soutenir le secteur du sport en Algérie et sur le continent africain. Ça, c'est very beautiful. Vive l'Afrique. Long live Africa. À cette occasion, le président de la République a annoncé que l'Algérie accueillera les Jeux scolaires africains le 25 juillet prochain, formant l'espoir que ces Jeux soient organisés de manière régulière dans tous les pays africains, afin d'en faire une tradition à même de renforcer l'unité entre les enfants africains et de former une nouvelle génération de sportifs africains. Nous constatons également que des résultats positifs ont été enregistrés. L'Algérie a accueilli plusieurs événements sportifs régionaux et internationaux. Nous remercions le président de la République pour tous ces édifices sportifs et l'intérêt qu'il accorde à la jeunesse. Je suis très satisfait des conseils avisés, de la vision pertinente du président de la République que nous remercions d'ailleurs pour tous les efforts qu'il a déployés au profit du sport. Le président qui a insisté sur le fait que tous les pays africains doivent progresser collectivement afin d'améliorer le niveau du sport en Afrique. Les efforts du président de la République pour soutenir le secteur du sport en Algérie et en Afrique se sont concrétisés à travers les nombreuses infrastructures sportives majeures dont dispose l'Algérie. Avec le retour de l'Algérie à sa place naturelle au sein de la Confédération africaine de football et de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, la puissance de la diplomatie sportive algérienne s'est affirmée avec compétence et efficacité. Le ministère de la Défense nationale annonce dans un communiqué que 4 terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Bourj Bedji Mortar, en 6e région militaire, en leur possession chacun un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Il s'agit des terroristes Idabir Irles, dit Abdou Mariam, Barbouchi Sidi Alias Tarek, Mortari Abou Bakrin, dit El Montana et El Umrani Abdallah, dit Abou Moussa. Une opération de qualité qui reflète une fois de plus l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le pays.
Des décennies sont passées, mais certaines pages de l'histoire restent difficiles à tourner. Les crimes de la France coloniale en Algérie sont toujours aussi sensibles à aborder, souvent minimisés, voire même niés. Pourtant, les blessures sont bel et bien là, toujours vives dans la mémoire collective. Et si des voix s'élèvent pour réclamer rétablir la vérité, la reconnaissance officielle, elle, peine encore à venir. Rina Lorari. Plus de 60 ans après l'indépendance, la mémoire des violences subies par les Algériens se heurte encore à des silences et des demi-mesures de la part de la France. Exécutions sommaires, tortures, villages rasés, autant de crimes qui ont marqué l'histoire coloniale française, mais dont la reconnaissance reste partielle et souvent édulcorée. En fait, la colonisation est le but et la guerre est le moyen. La première guerre d'Algérie, oui, bon, ça a été une guerre. Ça a été une guerre de la même façon que pour la guerre d'indépendance, les Français ont pris les officiels français ont pris des pincettes pendant des années pour ne parler d'une guerre qu'en 1999. Avant, c'était des événements. À la conquête, oui, le mot guerre était employé par-ci par-là. Mais la plupart du temps, c'était la conquête, c'était la gloire de nos soldats, c'était la mission de nos civilisateurs. Alors que certains responsables continuent même de justifier la colonisation sous couvert d'une mission civilisatrice, l'histoire révèle une réalité encore plus sombre. La censure frappait ceux qui tentaient de documenter ces atrocités, à l'image du journaliste Robert Lambotte, expulsé d'Algérie après avoir témoigné de l'horrible répression dans le nord constantinois en 1955. Une fois que la conquête est achevée, cette barbarie dont on parle, ces villages rasés avec leur population massacrée, tout ça ne s'arrête évidemment pas et on a ressorti dans les archives de l'UMA un article de Robert Lambotte en 1955, un article qui avait été censuré et il parle en fait de la répression de 55 dans le Constantinois et les scènes qu'il décrit sont absolument atroces puisque c'est vraiment des scènes de villages systématiquement rasés par l'artillerie dans lesquels ils découvrent en fait les cadavres de femmes, d'enfants, de vieillards, de bébés. Malgré les preuves accablantes et les témoignages persistants, la France demeure dans un déni total de son passé colonial, s'obstinant à contourner la vérité et refusant une reconnaissance pleine et entière de ses crimes de guerre en Algérie. On le sait, mais le dire et le reconnaître, c'est autre chose. La torture pratiquée durant la guerre de libération nationale ne fait plus aucun doute. Elle a été, à vrai dire, officiellement consignée à tous les officiers supérieurs de l'armée française. Documents, témoignages et archives, les preuves s'accumulent et confirment ainsi ce que beaucoup dénoncent depuis des années. Derrière ces crimes, il y a surtout des vies brisées et des douleurs qui ne s'effacent pas. Sabona Keshkoud. La torture comme mode opératoire systématique est pleinement autorisée. Le média français en ligne Mediapart révèle l'existence d'ordres militaires clairs, écrits noir sur blanc dans une note généralisant la torture en pleine guerre de libération. C'est Fabrice Risseputi, historien de la guerre d'Algérie et de la torture, qui met au jour ce document dont l'auteur n'est autre que le général Salan, fondateur de l'OAS. Datée du 11 mars 1957, cette note portant interrogatoire des suspects démontre selon l'historien que la torture a bel et bien été ordonnée par le commandement militaire en Algérie avec le plein aval du pouvoir politique, à l'époque le gouvernement socialiste français de Guy Mollet, soit peu après l'adoption de la loi dite des pouvoirs spéciaux en 1956. Cette journaliste française, dont le travail a opéré un tournant en France sur la question, raconte. Je découvre l'ampleur d'un système qui a été mis en place et pas simplement des bavures. Et on nous basculait la tête dans la baignoire. On ne pouvait pas respirer, on était obligé de boire ça. Et c'était la torture la plus féroce. C'était une torture d'État et qui ne datait pas du tout de 1957, la bataille d'Alger, entre guillemets, ou de 1954, le début du soulèvement. Ça datait de 1830, les débuts de la colonisation. La torture était un mode d'interrogatoire dans les PC de gendarmerie et dans les commissariats. C'était le tableau de la torture. Ici, les torturés, ici, par terre. Et dans l'échelle du pire, l'imagination des Français n'est pas à démontrer. Les crevettes Bijar, c'est-à-dire des détenus algériens qu'on jetait dans la mer du haut d'hélicoptères. Dans les journaux de bord des anciens appelés, j'en ai lu beaucoup de témoignages sur les viols.
Avec sa note du 11 mars 1957, Salan fait généraliser la torture à tout le pays. Durant la Révolution, les militaires français ont ainsi pu déclarer suspect, détenir et interroger à leur guise tout Algérien, toute Algérienne. La porte ouverte au pire, lorsqu'en juin 2000, Louisette Irilah-Riz témoigne, c'est un coup de semonce en France. La jeune femme qu'elle était alors a le malheur de croiser les généraux à la tête de ces pratiques inqualifiables. Quand elle parle, il lui est difficile d'être explicite. Appuyer un peu plus, ou quand il fallait casser, ou quand il fallait injecter, ou qu'il fallait introduire, et ainsi de suite. Donc c'était des ordres de Bija, c'est ça? À Bija et Massu, parce qu'il parlait en code. Massu, à temps en temps, il me disait « Hé la dormante! Hé la dormante !» On me confirmait que vous avez vu ces deux messieurs, Bija et Massu. Tout à fait. Ils s'alternaient à... Tout à fait. Tout à fait, monsieur. Le témoignage d'Irilah Riz a ouvert la voie aux confessions de plusieurs militaires. D'abord le général Massu, d'autres comme Bijar ou Paul Ossares, acteurs clés du renseignement contre nos moudjahidines, disent ne rien regretter. J'en ai exécuté 24. Je pense que ce chiffre à mon avis, ne vaut pas grand-chose. Je veux dire, il est en deçà de la réalité. Il était à la tête d'un espèce d'escadron de la mort. Est-ce que, comme le capitaine que vous avez entendu tout à l'heure, vous avez des remords? Non. Il ne fait aucun doute que la torture a été pratiquée par l'armée coloniale française en Algérie. Dès la période même de la guerre de libération, les témoignages et les preuves affluent abondamment. Et la note officielle de Salan établit sans équivoque les responsabilités de l'exécutif français d'alors. À nos victimes et à nos martyrs, l'État français a depuis opposé un autre crime, celui de l'amnistie des atrocités commises. Une autre carte blanche qui, en France, continue de nourrir le déni et le racisme. Et dire qu'aujourd'hui en France, certains politiques utilisent l'Algérie comme argument pour séduire leur électorat. Les attaques se multiplient avec des discours hostiles et des décisions qui visent directement notre pays. Des tentatives de pression face auxquelles l'Algérie ne se laisse ni déstabiliser ni dicter sa conduite. La manœuvre, elle, ne trompe personne. Derrière ces discours, il y a surtout une course aux voix et une instrumentalisation qui dépasse largement la relation entre les deux pays. Yemna Saïdji. Depuis plusieurs mois, l'Algérie fait face à une campagne de dénigrement orchestrée par certains cercles politico-médiatiques français, soumis à des lobbies influents. Derrière cette offensive, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, figure en première ligne. Engagé dans une surenchère verbale et hostile, il a multiplié les provocations. Menaces sur l'accord de 1968, restrictions de visas, attaques contre la communauté algérienne en France ou encore pression sur Air Algérie. Son objectif, utiliser la carte Algérie comme tremplin pour la présidentielle de 2027 et montrer patte blanche à l'extrême droite française. Mais cette stratégie s'est soldée par un échec total. L'Algérie est restée inflexible, refusant de céder aux menaces et imposant ses propres règles diplomatiques. Retailleau, en voulant forcer la main à Alger, a surtout provoqué une crise au sein même du gouvernement français, dépassant ses prérogatives en empiétant sur le domaine réservé au ministre des Affaires étrangères, allant jusqu'à créer des tensions internes. Son attitude a suscité des critiques, y compris au sein de la classe politique française. Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire La France Insoumise, l'a ouvertement dénoncé. Heureusement que le président de la République est plus mesuré qu'un ministre de l'Intérieur qui d'ailleurs s'octroie des prérogatives que la Constitution ne lui donne absolument pas. Que je sache, il n'est ni ministre des Affaires étrangères, ni président de la République. Vous parlez de quelle prérogative en mettant cette pression et de s'ingérer à tout va pour expliquer quelles doivent être les relations avec l'Algérie. Donc Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, est un fauteur de troubles. Et quand vous avez un fauteur de troubles comme lui, qui ne cesse d'utiliser des expressions comme français de papier, comme belles heures de la colonisation, comme régression vers les origines ethniques, et qui n'a rien à dire lorsque des nervis tabassent dans les rues de Paris en criant « Paris est nazi », qui tabassent à Rennes, qui tabassent des étudiants à Angers qui refusent de faire un salut nazi parce qu'il est trop occupé à faire une escalade avec l'Algérie. Face à cet échec cuisant, certains médias ont cherché à détourner l'attention. Accusations infondées d'espionnage, censure avortée sur des documentaires liés à la guerre d'Algérie, rien n'a été épargné. Mais malgré ces manœuvres, la réalité est implacable. La politique de confrontation prônée par Retailleau n'a pas affaibli l'Algérie. Bien au contraire,
elle a révélé l'amateurisme et les intentions malsaines de ses instigateurs. L'Algérie, solide dans ses positions, continue de défendre ses intérêts avec fermeté et sans concession. Au Maroc, des dizaines de milliers de familles vivent dans l'oubli et la précarité plus d'une année et demie après le séisme qui a ravagé El Haouz. Les promesses des autorités sont toujours non tenues, les aides détournées. La population se retrouve livrée à elle-même entre misère et famine et lorsque certains osent réclamer leurs droits les plus légitimes et élémentaires à vrai dire, eh bien la réponse est violente. Emela Sefta. Ignorés par le Merzen, les habitants de ces régions montagneuses escarpées vivent dans une misère extrême, confrontés à la famine, au froid et à la privation depuis plus d'1 an et demi. Vous pouvez clairement voir notre souffrance. Nous souffrons en plein hiver et nous ne savons plus quoi faire face à cette situation. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants sous ces tentes et aller travailler. Ce n'est pas possible. 1 an et 6 mois que nous sommes dans cette situation, affrontant le froid et l'hiver. Les habitants d'El Haouz payent les frais d'une politique de corruption généralisée qu'ils dénoncent fermement dans l'espoir d'être réhabilités. Mais la répression œuvre à museler les voix dissidentes. Rien ne justifie que nous soyons dans une situation aussi insoutenable. Ces femmes ont des difficultés à se faire vacciner. On leur impose des contraintes absurdes. Le gouvernement a sciemment choisi de poursuivre une guerre de classe en ne faisant pas reculer l'inflation et en affaiblissant davantage le pouvoir d'achat des citoyens. Le mécontentement social grandit jour après jour face au mépris affiché par le Merzen. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a dénoncé aujourd'hui une attaque perpétrée par les forces d'occupation marocaines contre la défenseure des droits de l'homme Mahfoud Al-Fkir et la journaliste Salha Boutenguiza, soulignant qu'il s'agissait d'un acte de représailles contre les 2 militantes sahraouis pour leur plaidoyer en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Tous deux ont été victimes d'agressions physiques et verbales d'un groupe de policiers marocains en civil qui se trouvaient dans 2 véhicules de police. Elles ont été en fait empêchées de documenter et de surveiller les violations et les crimes contre l'humanité subis par les Sahraouis dans la petite partie occupée du Sahara occidental. En déplacement à Béchar pour une visite de travail et d'inspection, le ministre d'État, ministre de l'énergie et des mines, des énergies renouvelables, Mohamed Al-Qab, s'est rendu dans la commune d'El Abadla où il a procédé à la pose de la première pierre d'une centrale solaire d'une capacité de 80 MW. Un projet qui s'inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables, tout en contribuant au renforcement du réseau électrique régional grâce à l'intégration d'énergie propre. Ce projet est parti d'un programme national pour la construction de 15 centrales solaires photovoltaïques réparties sur 12 wilayas. Le ministre d'État a souligné à l'occasion que ce projet reflète l'engagement de l'Algérie à parvenir à un développement durable conformément aux orientations stratégiques de l'État pour renforcer sa sécurité électrique. Avant qu'un équipement de gaz ou d'électricité ne soit utilisé en Algérie, il doit passer par tout un tas de tests rigoureux pour garantir sa fiabilité et sa conformité aux normes. C'est le rôle d'un laboratoire spécialisé affilié à Sonelgaz qui examine chaque produit. Un processus qui permet non seulement d'assurer la sécurité des consommateurs, mais aussi de soutenir les fabricants locaux. Une démarche grâce à laquelle de nombreux industriels ont pu émerger. Raouf Hamouch. Tester et garantir la sécurité et la fiabilité des équipements de gaz et d'électricité produits en Algérie, ainsi que leur conformité aux normes techniques internationales en vigueur, une mission primordiale dont se charge ce laboratoire affilié au groupe Sonelgaz. Lorsque l'on nous soumet une demande de certification de conformité, les procédures passent par 3 étapes. Tout d'abord, une étude du dossier est réalisée. Ensuite, une visite est effectuée sur le site de production pour vérifier la conformité du produit. Prélever des échantillons, ils seront envoyés par la suite au laboratoire pour subir les tests nécessaires. Après quoi, un certificat de conformité provisoire est accordé aux demandeurs. Le schéma de mise à niveau et de conformité des équipements des réseaux d'électricité et de gaz constitue désormais une référence pour les fabricants locaux, en leur apportant accompagnement et soutien technique. Ce schéma a permis l'émergence de nouveaux fabricants, dont le nombre s'élève à 100 dans le secteur de l'électricité, répartis sur 32 wilayas et 39 fabricants dans le secteur du gaz.
Grâce à ce genre d'initiative, le groupe Sonalgaz contribue grandement au développement d'un tissu industriel local, capable de répondre aux exigences du marché national. Du sport à présent, avant de clôturer les pages de cette édition, en prévision des 2 matchs prévus face au Botswana le 21 mars prochain et le Mozambique le 25 de ce mois à Tizi Ouzou pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic a animé cet après-midi une conférence de presse à la salle Mohamed Salah du stade Nelson Mandela de Baraki. L'entraîneur est revenu sur l'importance des prochaines rencontres et sur les joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. Je vous invite à l'écouter. Deux matchs importants, 2 matchs difficiles pour la qualification pour le championnat du monde. Comme j'ai déjà dit, je vais le répéter aujourd'hui aussi, la porte pour l'équipe nationale est toujours ouverte. Et on a décidé de partir dès ce soir, tout de suite vers le Botswana en direction de Gaborone. On va rester là-bas jusqu'à jeudi. Vous avez compris, on se déplace à Francistown. On fera l'entraînement de la veille et puis il y aura le match le vendredi contre le Botswana. Beaucoup d'absences, c'est vrai, mais une possibilité pour les joueurs qui sont là de démontrer les qualités qu'ils ont, mais surtout pour démontrer le niveau de la qualité de notre équipe. Comme j'ai dit au début, ce sont 2 matchs très importants. Ils ne sont pas décisifs, mais chaque match qu'on entame, on veut jouer à 100% pour chercher de gagner les matchs. Avec le programme aussi qu'on a bâti, on a cherché de mettre vraiment les joueurs de façon qu'ils puissent donner le maximum des qualités qu'ils ont à disposition. On doit absolument optimiser le travail sur le terrain et aussi le travail de repos qui est très important maintenant. Et on n'a pas oublié de respecter que toute la journée, chaque minute doit être bien organisée pour respecter aussi le Ramadan. Le match à Francistown contre le Botswana, c'est un match contre une équipe qui est une équipe très compacte, qui se prépare depuis déjà beaucoup de journées pour ce match. On ne doit pas oublier que aussi pour le Botswana, ce sont des matchs décisifs et compliqués. Et eux aussi doivent tout donner pour récolter des résultats qui les amènent peut-être au championnat du monde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée avec la suite de nos programmes et à demain.